Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Mathieu, comment il est la Réunion ? Bienvenue dans un nouvel épisode de Bas de Carré. Aujourd'hui, on va parler de journalisme pays, car Mathieu, tu accueilles à notre micro Émilie Châtelet, plus connue sous le pseudonyme Émilie Film. Émilie est une jeune journaliste qui s'est installée à La Réunion il y a quelques années. Sur notre île, elle a d'abord travaillé en tant que journaliste web, puis rédactrice en chef de Click à nous. Ensemble, nous allons mieux comprendre le métier de journaliste à La Réunion et les différences avec l'Hexagone. Depuis quelques mois, Émilie est devenue créatrice de contenu sur sa propre chaîne YouTube, Émilie Film, où elle publie des reportages sur la vie des Réunionnais. Ce qui l'anime vraiment dans ce métier, c'est de prendre le temps de rencontrer et de comprendre. Émilie prend donc le temps de raconter nos histoires en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas assez souvent. Émilie Film, une nouvelle voix pour l'océan Indien, c'est maintenant dans Bas de Carré. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Émilie, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour Mathieu. Alors je suis très heureux de t'accueillir sur notre podcast. Pour démarrer, j'aimerais bien que tu te présentes avec tes mots. On imagine qu'on est dans un vol Paris-Saint-Denis et que tu dois te présenter à la personne qui est assise juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu dirais ? Salut, cher voisin. Moi c'est Émilie, je suis journaliste, maintenant indépendante. J'ai créé Émilie Film, ma chaîne YouTube de reportages et documentaires dans la zone océan Indien. Je traite beaucoup de sujets de société à La Réunion parce que j'y vis, mais aussi j'essaye de m'étendre dans les autres territoires. Moi, je suis passionnée par ce que je fais et je suis aussi surtout passionnée par l'humain. Donc l'humain est au cœur de mes sujets. Et voilà, j'espère qu'on va passer un bon vol ensemble. Il sera probablement très bon. Moi, j'ai découvert ton travail assez récemment grâce à ta chaîne YouTube, justement Émilie Film, et ton compte Insta bien sûr. Et à travers ta chaîne YouTube, tu publies des documentaires sur la zone océan Indien. Parmi tes sujets couverts, on y retrouve premièrement Mayotte et sa jeunesse délaissée, et ensuite c'est 3 sujets plutôt tournés sur la Réunion, donc la Réunion pendant et après le passage du cyclone Garance, le retour au pays des Réunionnais après leurs études et des années de travail hors de l'île, et là tout dernièrement le MMA pratiqué par des femmes réunionnaises où tu suis une athlète son mois de préparation jusqu'à son combat et sa victoire. Ouais. Qu'est-ce qui réunit tous ces sujets ? Pourquoi est-ce que tu les as choisis ? Franchement, c'est l'humain. En fait, pour tout te dire, donc moi, avant, j'étais journaliste pour un média local, donc pour clickanou.re, et on traitait forcément de l'actu chaude. Et si moi, je me suis rapprochée d'un média local, si j'aime la PQR, c'est parce qu'on est proche des gens, en fait, proche de leur réalité et à la fin de cette expérience, en fait, il y a eu une liquidation judiciaire, même si là, depuis, le média a repris. Moi, j'avais très envie de reprendre le temps, d'aller les rencontrer pour comprendre, en fait, ce qui se passe. C'est vraiment à chaque fois des sujets de société. Donc, l'idée, voilà, c'est de prendre le temps de rencontrer pour comprendre. Et parler évidemment à ma génération puisque je suis donc sur les réseaux YouTube et Instagram, TikTok, voilà. Donc d'aller les toucher là où ils se trouvent puisqu'on sait qu'ils s'informent beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la PQR ? Presse quotidienne régionale. Ok, merci. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Tu l'as dit, tu es journaliste de formation, tu es originaire de Nantes où tu as fait tes études de journalisme avant de travailler en région parisienne, entre autres pour RTL, BFM, le magazine de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, moi j'habite en Seine-Saint-Denis actuellement et j'ai reçu hier le magazine de la Seine-Saint-Denis, donc j'ai beaucoup pensé à toi. J'espère que tu l'as apprécié, hein. Ils font du bon. Je t'avoue que je l'ai pas ouvert, mais il est posé à côté de mon bureau, donc peut-être que je finirai par le lire. Comment est-ce que la Réunion s'est retrouvée dans ton parcours ?
En fait, ça faisait un peu plus de 5 ans que je travaillais à Paris. Comme tu l'as très bien dit, moi, je suis pas du tout parisienne, hein, je suis originaire de Nantes. Et avec mon conjoint, on avait fait un peu le tour de Paris, on avait envie de voir autre chose, d'habiter dans une autre région, en fait, tout simplement. On avait un peu marre. Et la Réunion, en fait, s'est vite imposée à nous. C'est vrai aussi que quand tu es journaliste, tu as aussi un côté curieux. Donc voilà, moi, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Et quand on a regardé où est-ce qu'on aimerait s'installer pour travailler, je trouve que même si aujourd'hui, dans les médias nationaux, on s'intéresse de plus en plus à la proximité, on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe dans les régions, mais c'est vrai que les Outre-mer sont assez délaissés, à part les magazines, tu vois, comme Échappée Belle, etc., des magazines vraiment plus tournés sur le bon côté de l'île, le tourisme, tout à fait. On parle peu de ce qui se passe concrètement, quoi. Des grands sujets de société, on n'en parle pas vraiment. Moi, en tant que journaliste, ça m'a forcément titillée. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'y passe ? Et en fait, en creusant sur les potentielles possibilités, la Réunion s'est vite imposée à nous. Enfin, vraiment, je me suis méga renseignée, hein. Je connaissais déjà toutes les villes avant de m'installer sur place. Enfin, vraiment, je me suis beaucoup renseignée. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais postuler en spontané, je vais voir ce que ça donne et on verra en fait. Mais c'est un projet qui commençait réellement dans ma tête, moi, à se concrétiser. Je me suis dit, waouh, j'aimerais trop découvrir en fait cette région, ce qui s'y passe. Voilà, et en fait, j'ai été prise à Click-à-nous et l'aventure a commencé. C'est marrant que tu parles du manque de couverture médiatique à l'échelle nationale des dom-toms parce que il y a un truc qui m'énerve beaucoup et j'en parle de temps en temps dans nos épisodes. C'est quand il y a des tonnes de reportages, notamment sur les JT de 13h, hein, pour dire que le niveau de la Seine a monté de 30 cm par rapport à l'année dernière et qu'il n'y a aucune conséquence. Et qu'en fait, à côté de ça, tu as... la Réunion, Mayotte ou d'autres îles qui peuvent être confrontées à des cyclones dévastateurs, qui peuvent être confrontés là au chikungunya ou à d'autres problématiques d'une ampleur bien supérieure, et pour autant qui passent si peu dans les JT nationaux, en l'occurrence. Donc, je me reconnais bien dans ce que tu as décrit. Ouais, oui, c'est fortement dommage parce que quand t'entends les beaux discours de politique sur les apports des territoires d'outre-mer, etc. Ok, c'est bien beau, mais en réalité, en hexagone, on en parle très peu. Tu vois, ce qui s'y passe et comme je te disais, pourtant, on commence, je trouve, en France hexagonale, à s'intéresser à ces régions, à aller plus vers... tu vois, il y a beaucoup de nouvelles émissions maintenant de proximité. Tu vois, ça commence. Oui. Mais oui, non, on n'est pas encore focus sur les Outre-mer, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est toi qui es loin maintenant, ça doit être... j'imagine. Ouais. C'est vrai que j'essaie justement de garder un lien, donc ça passe beaucoup par mes parents qui me disent ce qui se passe sur l'île. À la fois, je pense, parce que je ne regarde pas beaucoup les JT nationaux, mais malgré tout aussi parce que je pense que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas énormément d'informations qui ressortent. En tout cas, l'algorithme ne me montre pas beaucoup d'informations en lien avec la Réunion. Il y a uniquement quand je suis sur le compte de Bas-de-Carré que là, j'ai vraiment accès à du 100% local. Disons peut-être que j'ai pas assez éduqué mon algorithme pour qu'il me pousse des infos de la Réunion. Et je voulais revenir sur justement ton installation. Donc, tu disais que tu t'étais beaucoup préparé, tu t'étais documenté sur la Réunion avant de venir. Oui. Est-ce qu'il y a eu des découvertes quand même pour toi lors de ton arrivée ? Oui, forcément, parce que cette île, je n'y étais jamais allée, donc évidemment, j'avais tout à découvrir entre ce que tu lis sur Internet, etc., et la réalité. Voilà, c'est quand même un gros pas. Je pense que de toute façon, on n'est jamais aussi conscient des réalités que lorsqu'on est sur place. Ça vaut pour tout. Après, tu vas me demander c'est quoi ma plus grosse découverte. Je veux bien que tu te poses cette question et que tu y répondes.
Ma plus grosse découverte, j'avoue ne jamais y avoir réfléchi. En fait, j'avais pris un bon mois avant de commencer mon travail, parce que je voulais absolument, moi, justement, découvrir à fond avant de m'autoriser à être journaliste là-bas. Et donc, pendant un mois, voilà, j'ai vraiment carburé. Je suis allée... Ça a dû être intense. Ouais. Je suis allée voir des musées, j'étais allée voir des gens, tu sais, qui proposent des visites de leur exploitation. Je pense au thé notamment, enfin voilà, entre autres, hein, ce genre de choses. C'est la fierté aussi peut-être, parce que je suis bretonne, donc je pense que ce côté chauvinisme, je le comprends. Mais non, c'était une belle découverte d'avoir, je trouve, cette fierté d'être réunionnais et d'être fier de sa culture. Je trouve que c'est super important aujourd'hui quand on voit qu'en Hexagone, l'histoire a lissé un peu, tu sais, les régions en France. Et d'avoir encore des territoires comme La Réunion qui sont fiers de leur patrimoine, de leur culture, de leur histoire et qui veulent continuer à ce qu'elle existe et ne pas être effacée, lissée. Je trouve que ça a été une très belle découverte, très intéressant. C'est vrai que on est fiers d'être réunionnais et je pense aussi que tous ceux qui passent par la Réunion ont dû quand même le ressentir. Ceux qui restent en plus quelques années sont aussi marqués par cette expérience et je pense plus que quand tu vas dans une autre région de France. La Réunion, c'est tellement intense mais aussi spécifique, particulier que ça te marque quand même, je pense personnellement. Ouais. Et donc, quand tu y as grandi, quand tu as toute ta famille qui y est, tu es encore plus fier et tu as encore plus envie, je pense, de valoriser ton île, de la faire connaître. Et je trouve en plus qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie vraiment de mettre la Réunion sur une carte dans tous les domaines divers et variés, la cuisine, la musique, la culture ou autre. Et c'est important tout ce travail qui est fait par tout un chacun. Tout à fait. Je reviens donc dans notre petite chronologie. Tu rejoins Clickanou, d'abord en tant que journaliste web, puis en tant que rédac chef. Oui. C'est quoi pour toi le plus grand défi quand on arrive à La Réunion en tant que journaliste qui, au final, est venu de l'extérieur, entre guillemets? Déjà, comme toute personne dans le métier, hein, ça c'est indéniable, peu importe où tu exerces, c'est se faire un réseau. Donc, c'est d'être curieux, de parler aux gens, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ça, c'est très important et c'est un gros défi, en fait, au départ. Parce que quand on arrive dans une nouvelle rédaction, notamment dans une nouvelle région, on n'a pas de réseau. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, pour moi, ça a été aussi l'apprentissage de la langue créole. Puisque quand tu interviews des personnes, forcément, elles parlent créole réunionnais. Donc, du coup, c'est aussi apprendre cette langue, évidemment. Donc, ça a été aussi un autre travail, mais aussi très enrichissant. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux premiers défis quand tu arrives. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a des différences avec l'Hexagone en matière de couverture de l'info ? Alors en Hexagone, moi j'ai été d'abord donc chez BFM TV Web. Ça c'est mon expérience vraiment dans le web en Hexagone. Et c'est une rédaction nationale. Et là, je suis dans une rédaction locale. Donc déjà, c'est complètement différent parce qu'on est beaucoup moins nombreux dans une rédaction locale. Donc qui plus est, chez Clickanou, on était beaucoup moins nombreux. Moi, tu vois, chez BFM, j'étais exclusivement à la vidéo sur le web. Ouais. J'écrivais pas forcément d'articles. C'était pas du tout moi ma compétence, pourquoi j'ai été là-bas. En revanche, à Clickanou, j'étais multitâche. Donc je faisais des reportages en vidéo pour le web, mais aussi j'écrivais des articles pour le site, etc. Donc en fait, un peu plus couteau suisse et du coup, faire plein de choses à la fois, aussi un peu CM, parce que du coup, faut mettre les articles, les vidéos en ligne, modérer les commentaires potentiels des internautes sur les différentes pages, les différents réseaux sociaux. Donc voilà, on est plus multitâche, parce que moins nombreux, évidemment. Ouais. Donc CM, c'est Community Manager. Oui. Et donc, oui, tu étais beaucoup plus le mouton à 5 pattes et moins la spécialiste soit d'un sujet, soit d'un format, quand tu bascules sur des équipes plus petites. Oui, tout à fait. Ouais, c'est logique. Est-ce qu'il y avait des sujets en particulier qui rythmaient le quotidien de la rédaction de Clickanou? Est-ce qu'il y a
une thématique qui revient particulièrement et plus spécifiquement à La Réunion qu'ailleurs? Je trouvais qu'à La Réunion, évidemment, les sujets qui fonctionnent bien, c'est notamment lié à l'aérien. Mais ça, c'est évident parce que c'est la porte de sortie, on va dire, du Nil. Ouais. Donc ça marche beaucoup. Les 2 grosses rubriques qui marchaient très bien quand j'y étais, c'était la rubrique faits divers. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de national, voire mondial. Oui, oui, je crois aussi. Nous, on a le Ladilafé qui est une couleur encore plus locale, mais oui, les faits divers, ça marche partout en fait. Voilà, le sensationnalisme, ça, c'est universel. Ce qui marchait bien aussi, c'était le sport, notamment le foot. Voilà. D'accord. Des articles. Alors nous, on avait des journalistes donc sportifs qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Donc leur papier fonctionnait super bien sur le site internet. Sur le foot réunionnais ou sur le foot national? Réunionnais, ouais, sur D'accord. le foot local, ouais. Ça cartonnait, les gens débattaient en commentaire. Génial. Ouais, ça c'était super intéressant à voir. Donc grosse passion foot à La Réunion, hein, ça c'est clair. Ouais. T'as qu'à voir déjà sur les voitures des gens, t'as une voiture sur 10 avec peut-être un autocollant de l'OM, du PSG ou de l'Olympique Lyonnais. Donc, oui. Beaucoup PSG, je suis impressionnée d'ailleurs. Beaucoup de supporters du PSG ici. Ça, c'est 2 grosses thématiques qui fonctionnaient très bien. Et puis après, tout ce qui concerne forcément les spécificités du Nil, hein, comme je te disais, l'aérien, mais aussi ce qui m'a marqué, c'est la place du préfet. Moi, quand j'étais du coup en Hexagone, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais et on connaît pas forcément le nom de son préfet, tu vois. Ouais, c'est clair. On en entend parler juste quand il y a des grosses manifs place de la République à Paris, mais sinon on n'en entend jamais parler. Exactement. Et là, le préfet, il a une place très importante dans la vie de l'île. Forcément, c'est la figure de l'État d'une métropole éloignée, quoi. Donc forcément... Ouais. D'ailleurs, maintenant que t'en parles, je me dis que ça pourrait être intéressant un jour d'interroger un préfet ou un ancien préfet pour nous parler un peu de ce métier, parce que c'est vrai que le pouvoir de cette personne est important et je me demande comment est-ce qu'il se prépare. Et ça fait notamment écho donc au moment où vous écoutez cet épisode, chers auditeurs, il y a un précédent épisode qui est sorti il y a 2 semaines sur les cyclones qu'on a enregistré avec du coup tous les co-auteurs de Bas de Carré, et on a fait notamment un petit passage sur un sketch de Didier Mangaï, Marie-Alice Sinaman sur le cyclone, justement. Ça s'appelle Cyclone Story, la pièce de théâtre en entier, et il y a un sketch sur plus spécifiquement l'arrivée d'un nouveau préfet qui doit prendre des mesures, des décisions vis-à-vis d'un cyclone qui arrive. Donc eux, ils le tournent bien sûr de manière comique, en dérision, comme une personne qui sait pas trop quoi faire et qui a jamais eu à gérer des choses aussi compliquées. Mais mine de rien, c'est vrai. Hein. Je sais pas quelle formation tu peux faire pour être prêt à être préfet à La Réunion, mais en tout cas, c'est un rôle très très puissant. Et aussi très commenté par forcément les habitants. Il y a quelque chose quand même qui m'a marqué. D'ailleurs, j'avais interrogé donc l'ancien préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, sur le fait qu'il soit mis limite au rang de star à La Réunion. Tout le monde adorait. Il avait une cote de popularité incroyable. Beaucoup de personnes l'adoraient. Ça a été vraiment, je pense, un vide quand il est parti, une certaine tristesse. Je sais pas si c'est forcément juste de le dire comme une tristesse, mais voilà, c'est le premier mot qui me vient. En tout cas, il avait été aimé. Il avait été aimé et c'est vrai que tu vois, je l'avais interrogé d'ailleurs là-dessus quand il était préfet de La Réunion sur Jérôme, Monsieur Filippini plutôt. On va marquer un peu de respect quand même. Voilà, vous êtes une star sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y avait plein de vidéos de lui qui tournaient en boucle. Il y avait plein de mèmes qui étaient faits sur lui, mais des mèmes positifs, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait, etc. Bon, il était resté très humble. Tant mieux si on m'apprécie, mais ce n'est pas pour ça que je fais ce métier, etc., etc. Mais voilà, c'est pour te dire à quel point, même nous, en tant que journalistes, du coup, on l'avait interrogé sur ça, quoi. Trop drôle. Trop une bonne idée.
Je m'interrogeais justement sur comment est-ce que vous vous organisiez. Est-ce que tu peux nous décrire une rédaction donc d'un média comme Click à nous? Comment est-ce que vous faites pour couvrir l'actualité chaude? Comment est-ce que concrètement vous fonctionnez au quotidien ou à l'échelle peut-être d'une semaine? Alors, c'est vrai que chaque journée n'est pas forcément la même, mais si on part sur un truc de base, on était intégré donc dans le groupe GIR, donc il y avait la presse papier GIR et le site internet Click à nous. Nous, on était une petite équipe à Click à nous, ça a à peu près, je sais pas, ça a varié, mais notre effectif tournait environ, je sais pas, à 4, on va dire. Ok. Et du côté plutôt de la presse papier, ils étaient plus nombreux. Donc eux, ils faisaient leur conférence de rédaction tous les matins. Moi, quand je suis arrivée, c'était pas forcément quelque chose qui était mis en place. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, on faisait un peu nos petites conférences de rédaction le matin entre nous. Mais en fait, comme nous, on avait des amplitudes horaires assez différentes, c'était parfois compliqué à mettre en place avec toute l'équipe, mais au moins ceux qui étaient là le matin. Parce que le site, du coup, on l'ouvrait, on va dire, de 5h45, 6h du matin, jusqu'à 21h, 21h30. Ah oui. Des fois, en fonction de l'actu, beaucoup plus tard. Ouais. La soirée électorale, ce genre de choses, forcément, là, l'amplitude horaire est encore plus grande. Mais voilà, sur des journées classiques, c'était à peu près ça. Donc forcément, à 4, voire 5, les équipes tournent. Donc t'as quelqu'un qui ouvre le site le matin, forcément, elle va pas terminer à 20h, donc elle termine plus tôt dans l'après-midi. Quelqu'un qui va reprendre l'après-midi pour continuer jusqu'à la soirée. Donc voilà, on tournait comme ça. Et l'équipe de journée classique, on va dire, qui elle va plus sur le terrain. Donc en fait, la personne du matin qui ouvre le site, elle est plus ce qu'on appelle nous dans le jargon journalistique au desk, celle de l'après-midi soirée aussi. Alors le desk, c'est faire tourner un site devant son ordinateur. On ne bouge pas de sa place, on veille à l'actualité chaude justement pour écrire des articles, pour être le premier si possible sur le coup, parce qu'on sait qu'aujourd'hui un site internet, ça vit beaucoup de l'actualité chaude. Aujourd'hui, il y a un réel combat sur qui aura l'information en premier. Donc c'est super important d'avoir quelqu'un au desk qui puisse gérer ça. Être attentif à ce qu'il se passe, aussi bien à La Réunion, dans l'océan Indien, qu'au niveau national, voire international, si c'est des grosses actus. Ceux de la journée, ils vont plutôt aller couvrir des actualités sur le terrain. Donc moi, je sais que quand je suis arrivée, c'était aussi pour mettre en place vachement les contenus vidéo d'information. Donc moi, j'étais à fond sur la vidéo. Et d'autres personnes de mon équipe aussi aimaient beaucoup ce format. Donc c'était super, on avait commencé à développer la vidéo d'info sur le web et les réseaux sociaux. Donc voilà, cette équipe-là de journée qui va plus sur le terrain couvrir les actus. Alors comment on choisit les actus ? Soit parce qu'on a reçu des communiqués de presse d'événements qui vont se passer, qui sont importants. Importants parce que c'est, je sais pas moi, une problématique actuelle du type, on a eu... je sais pas. Un éboulement à Sillaos ou ce genre de choses? Un éboulement à Sillaos, ça pas forcément parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai, on recevait énormément de communiqués de presse justement, inforoute, éboulement à Sillaos, circulation compliquée, voilà. Donc ça, c'est la personne du desk qui s'en chargeait pour relayer justement les informations routières. Oui. Je sais pas, par exemple, il y a une manifestation, un politique va prendre la parole. Cette manifestation-là, on sent que dans la société, c'est une manifestation importante qui réunit pas mal de personnes. Donc il y a un communiqué de presse qui nous donne rendez-vous pour en discuter, on va y aller. Ou je sais pas moi, pendant le cyclone évidemment, les conférences de presse de la préfecture, on y va, c'est des temps hyper importants où on a des informations à communiquer aux habitants sur ce qui va se passer, la politique qui va être mise en place. Enfin voilà, surtout des gros événements comme ça, on y va. Et ensuite, il y a les sujets d'initiative, donc c'est le journaliste lui-même qui propose un sujet et du coup voilà, on en discute donc avec le rédacteur en chef et let's go quoi. On est parti. Tu penses qu'il y a une manière réunionnaise, entre guillemets, de faire de l'info ? C'est-à-dire ? Je sais pas, est-ce que il y a une façon de couvrir l'info différemment quand on est à La Réunion, que ce soit dans la forme, dans les sujets traités, on en a un petit peu parlé peut-être, mais plutôt autour de la forme ?
Je trouve que pour le moment, à La Réunion, on est très sur l'écrit. Ok. C'est vrai que les contenus vidéo sur les réseaux sociaux, de manière générale sur le web, c'est pas ce qui domine pour le moment, en tout cas, même si je sens que là, il y a des médias qui commencent à s'y mettre, qui commencent à mettre les moyens là-dessus. Évidemment, moi, je trouve ça trop cool parce que je suis à fond dans ce type de format. Et ça, c'est chouette. Mais sinon, ouais, on est très article pour le moment. Ouais, sur le web, c'est vrai que il y a encore beaucoup plus la culture de l'écrit que de la vidéo. Ouais. On voit même certains médias, même qui couvrent l'actualité quotidienne, qui commencent à basculer sur la vidéo là depuis peu, mais on sent que c'est encore assez récent. Ouais, tout à fait. Je voudrais revenir sur cette expérience et si tu pouvais me dire ce que tu retiens, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans le fait d'avoir travaillé chez Clickanou, d'avoir été aussi à ce poste de rédac chef. Alors, ça a été super formateur parce que du coup, là, j'étais à fond dans l'actu, donc fallait dégainer, fallait traiter l'actualité rapidement, mais de manière fiable. Enfin, voilà, c'est le principe du journalisme quand même, c'est de donner la vérité. Donc ça, c'est super formateur. Les soirées électorales notamment, où paf, l'information, elle tombe de partout, faut savoir vite traiter l'info, la mettre en ligne. Enfin voilà, le web, en fait, c'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est que tu n'as pas forcément le temps. Mais en même temps, tu dois faire les choses de manière donc efficace, évidemment, mais aussi fiable, en fait. Tu peux pas donner une fausse information. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec toute l'information sur Internet, on a tout et n'importe quoi. Parce que forcément, il faut que tu sois le premier, il y a une course à l'information, il y a beaucoup d'informations. En fait, tout ça, ça emmène forcément des erreurs quelque part. Donc ça, c'est un gros challenge quand tu travailles dans un média web, c'est être efficace tout en étant fiable. J'imagine que pour avoir un maximum de fiabilité, tu te reposes justement sur ton réseau que tu t'es construit. Est-ce qu'il y a autre chose qui te permet d'avoir cet équilibre entre fiabilité et rapidité dans l'information ? Oui, alors évidemment, il faut faire confirmer une information par des sources. Donc nous, dans le groupe, on est une grande équipe. On se reposait aussi beaucoup sur les journalistes du papier. Eux, il y en avait qui avaient énormément d'années de carrière derrière eux, donc qui avaient un superbe réseau. Enfin voilà, des personnes qui faisaient un super boulot, qui le font aussi encore, j'imagine. Mais du coup, on se repose sur nos propres sources, on se repose sur nos collègues qui, eux, ont un réseau peut-être encore plus grand, encore plus d'expérience, etc. Et aussi sur les autres médias. Si tu vois, l'information elle nous arrive d'un média, par exemple local, une information locale nous arrive via un média local, donc hop, première source, sauf qu'on la vérifie toujours. D'accord. Jamais reprendre une source, même si c'est d'un média, il n'y en a qu'un qui le traite, on vérifie toujours. En fait, il y a toujours, dans le journalisme, on dit il faut toujours vérifier par deux sources. Ok. Voilà. Je comprends totalement. Merci pour déjà ce premier tour d'horizon de comment fonctionnait la rédaction Clickanou. En juillet 2024, le GIR et donc Clickanou également sont mis en liquidation judiciaire. C'est la fin d'un journal qui a été créé en 1951, donc 26 ans avant la création du quotidien. Donc c'est un journal qui était très important dans la vie des Réunionnais. Même si au moment où on enregistre, on a appris il y a quelques jours la réouverture de Clickanou après près d'un an de fermeture, à l'époque où le GIR et Clickanou ferment, c'est quand même assez terrible pour la Réunion. Oui, c'est un journal historique. Alors moi, c'est vrai que face à d'autres journalistes, comme je disais, qui étaient là depuis des années, bon, moi, j'ai connu plutôt la fin. Oui. Mais oui, c'est vrai que évidemment, c'est toujours dramatique de manière générale pour la presse quand un média, pour la pluralité de la presse quand un média ferme. Voilà, aujourd'hui, ça reprend. Alors, on verra quel est le nouveau projet derrière. Ouais. Mais en tout cas, l'ancien projet pour lequel j'ai travaillé, il y avait une super équipe de journalistes dans le groupe, de manière générale. Je parle pas que sur Clickanou. Donc on verra où ce nouveau projet les mène. Mais oui, c'est un journal historique et forcément,
Quand ça a fermé, on a reçu, moi personnellement, j'avais reçu des messages d'internautes, de lecteurs qui étaient attristés de la situation. Donc voilà, ça fait toujours quelque chose. Après, je trouve que La Réunion, quand même, on a pas mal de médias. Je trouve pour un territoire quand même qui est assez petit. Oui. On a quand même beaucoup de médias. Quand tu regardes, en tout cas sur le web, on a quand même tous les médias, on va dire plutôt généralistes, comme Zinfo, La Première, Image Presse, voilà. Mais à côté de ça, tu as aussi d'autres médias qui ont un ton un peu plus particulier, qui ont un ton différent, comme Le Tang, par exemple. Donc, c'est super intéressant. On a aussi Parallèle Sud. Enfin, voilà, il y a plein de médias, au final, à La Réunion. Badkari, voilà. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas un manque pour moi. C'est très intéressant. Je me demandais justement si tu trouvais qu'il manquait un angle ou qu'il manquait quelque chose et c'était pour ça peut-être que toi tu avais créé ton propre média aussi. Oui, moi c'était plutôt l'apport de la vidéo en fait. Je trouvais que pour l'instant il n'y avait pas forcément de moyens qui étaient donnés dans ce sens, de moyens vraiment, de gros moyens pour développer les formats vidéo d'information. Même si là, depuis quelques semaines, je vois il y a des médias là qui commencent à mettre les moyens comme je te disais avant. Et ça, c'est super cool. Ça restait encore timide il y a quelques mois. Et aussi parce que j'étais tellement dans l'actu avec Click à nous, comme je t'ai expliqué, quand on est journaliste sur le web, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, que j'avais envie de revenir vraiment à ce qui, moi, fait sens aussi en tant que journaliste. C'est vraiment ce côté reprendre le temps avec l'humain. Ça me manquait beaucoup. En fait, je trouve que quand on est trop dans l'actu chaude, quand on est trop à la course de l'information, on se déconnecte aussi de la réalité des gens. Et à la fin de cette expérience, des fois, je me sentais déconnectée. En fait, on a cette pression constante. Alors moi, que ce soit par ton rédacteur en chef ou par ton supérieur hiérarchique, à la fin, t'es sous pression, tu n'as pas le droit à être la dernière à publier cette info. Enfin, voilà, on va te le reprocher. On est vraiment sous pression quand on est sur l'actu chaude sur le web. Et là, ça m'avait un peu cassé. Il y avait une perte de sens aussi sur ça. Ouais, un jour remplace un autre, un article remplace un autre, une vidéo remplace une autre. C'est ça. Toujours la quantité. Toujours la quantité, exactement, et parfois au détriment de la qualité. Et ça, quand t'aimes ton métier, c'est difficile. Vraiment. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a des moments où ce métier, ça faisait plus sens avec ce que j'aime en fait. Et du coup, j'avais le temps du coup, donc je voulais saisir cette occasion pour me reconnecter avec ce que j'aime et que ça fasse sens pour moi. Et je m'étais dit que si ça fait sens pour moi, peut-être que ça fera sens aussi pour d'autres. Quand on est submergé par plein de contenus informatifs, peut-être que des fois d'aller aussi, en tant qu'internaute, prendre le temps de regarder quelque chose un peu plus long sur une thématique qui nous intéresse, ça peut faire sens pour d'autres. Sur ton compte Insta et ta chaîne YouTube, tu dis, je cite, « Prendre le temps de raconter pour comprendre ». Qu'est-ce que tu fais différemment, du coup, de ce que tu as pu faire par le passé ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ton travail, quand tu choisis un sujet ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est prendre le temps de rencontrer pour comprendre. Ça signifie, surtout en local, de se reconnecter avec la réalité des gens. Comme je te dis, qu'on oublie parfois quand on est submergé par le fait de délivrer du contenu à tout bout de champ. C'est vraiment ça, c'est se reconnecter avec l'humain qu'on oublie parfois, c'est retourner sur le terrain, prendre le temps d'être sur le terrain, parce que quand t'es en équipe réduite dans une rédaction web, t'as aussi beaucoup de moments où t'es au desk. Et donc, du coup, tu n'es plus sur le terrain. Et c'est ça aussi, c'est ce moment, ce décalage avec la réalité, forcément. Et on les voit dans tes formats, tu maries à la fois des moments où tu es face cam, où tu peux
faire une sorte de voix off, ou en tout cas raconter, donner du contexte à une histoire, et des moments où tu es dans l'action, que ce soit avec Garance, que ce soit là sur ton dernier docu sur le MMA, où tu vas à la rencontre des actrices du MMA réunionnais. Tu vas à la rencontre au final de ces gens, c'est pas uniquement d'un point de vue extérieur où tu es juste une tour de contrôle, c'est... C'est ça. En fait aussi, j'en avais marre de voir des contenus sur YouTube où la personne, elle est assise sur sa chaise et elle va blablater d'un sujet avec des images d'illustration, mais t'as beau étudier le sujet avec plein d'articles différents, te documenter, etc. C'est des contenus qui peuvent être super cool, hein, vraiment. Hein. J'en regarde. Mais des fois, je trouve que ça manque aussi de terrain, quoi. Il faut pas l'oublier. Faut pas oublier d'aller voir les gens, en fait. Aujourd'hui, on a plein d'informations devant notre ordinateur, mais à un moment donné, il faut pas qu'on oublie la vie réelle, ce qui se passe. Tu vois, c'est un peu comme ce que je te disais au tout début de notre conversation. Je pouvais pas connaître la Réunion avant d'y aller, même si t'as beau te renseigner, etc. C'est vraiment sur le terrain que tu apprends à connaître. C'est pareil avec le sujet. T'as des très bons sujets au desk, ça c'est super. C'est un format qui est différent et il a sa place. Carrément, enfin, j'en ai fait et je ferai toujours. C'est des sujets qui prennent moins de temps, qui sont plus simples aussi à réaliser, moins coûteux, etc. Donc voilà, c'est un format qui a toute sa place. Mais il ne faut pas oublier le terrain. Ça, c'est très important pour moi. Avec Emily Film, tu travailles seule. Comment est-ce que tu gères la production, l'écriture, le tournage, le montage ? Pour le moment, je suis toute seule. Donc, je fais tout toute seule. Et c'est pour ça que... Très forte. c'est pour ça que, il n'y a pas forcément du contenu tous les jours. Non, mais t'es quand même productive. Hein. 4 vidéos dont certaines, c'est une vingtaine de minutes, 25 minutes, 40 minutes. Ouais. En 2 mois, c'est quand même pas mal. J'essaye, en vrai, voilà. Bon, après, c'est aussi un challenge personnel, forcément, parce que je dois aussi... faire d'autres métiers, notamment créer des miniatures YouTube, chose que ça fera rire un ancien collègue à moi chez Kiano parce que je détestais ça. Mais en même temps, ça permet de vendre aussi ton sujet. Et là, moi, j'ai personne qui peut me faire. Enfin, je vais pas déranger des personnes pour me faire mes miniatures YouTube. J'ai eu beaucoup de conseils au départ de personnes qui sont dans le graphisme, etc. Mais je vais pas aller les déranger là pour me faire la vignette, mais bénévolement parce que là j'ai pas forcément les moyens de les rémunérer. Ouais. Donc moi je prends leurs conseils et j'essaye de me former moi toute seule. Donc ça c'est des petits challenges comme ça. YouTube c'est pareil parce que je faisais beaucoup de formats informatifs plus pour les réseaux sociaux de type Instagram, Facebook. Mais pas forcément YouTube, qui a un algorithme différent, des formats différents, on est plus en horizontal qu'en vertical. Enfin, du coup, voilà, c'est aussi un nouveau challenge. Après, je sais pas comment cette aventure va évoluer. Je sais que grâce au documentaire sur le retour au pays, j'ai eu des personnes ça m'a fait super plaisir et j'ai été surprise d'ailleurs, mais des personnes qui sont venues me parler en message privé sur Instagram pour me dire qu'elles seraient grave motivées pour m'aider bénévolement si j'avais besoin, sur telle et telle chose. Et ça, j'ai trouvé ça waouh. C'est génial. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça m'a fait super plaisir et du coup, je me dis peut-être que je pourrais, s'il y a besoin, compter sur des bénévoles qui ont envie. Enfin, c'est toujours bon à prendre et en plus c'est d'autres regards et ça c'est super important. Tu vois, travailler seul c'est bien pour certaines raisons mais c'est aussi top d'être dans un collectif aussi pour ouvrir ses œillères. Moi j'aime beaucoup avoir des retours parce que c'est ce qui nous fait évoluer. Le fait d'avoir des retours positifs comme ça signifie que tu as touché les gens. Et je me demandais quelle image de la Réunion ou de l'océan Indien tu voulais justement montrer à travers ton travail. J'essaye déjà de choisir des sujets qui, à mon sens, sont pas trop traités de manière générale par des médias plus classiques, tout simplement parce que comme j'essaye d'aller sur le terrain, d'avoir quelque chose où je creuse, on n'a pas forcément le temps avec tout ce que je t'ai expliqué quand tu es dans une rédaction. Donc du coup, moi, j'essaye de prendre ce temps-là que
peut-être d'autres ne peuvent pas prendre. Ouais. Et parler de la société réunionnaise ou de la société dans d'autres territoires de l'océan Indien. Les sujets de société, c'est des sujets qui me parlent beaucoup. Voilà, raconter le monde actuel, mais pas forcément sous le prisme justement du tourisme, comme on disait au début de notre échange. Il y a des sujets qui vont être beaux, comme le MMA, où on met en l'air une réunionnaise, mais il y a des sujets aussi plus difficiles. Là, avec Mayotte, la jeunesse à Mayotte. Ouais. On n'est pas dans quelque chose de réjouissant. Non. Donc, en fait, je me mets pas de barrière et je m'autorise tout. Je suis pas là pour mettre tout en l'air, ou je suis pas là pour raconter que des trucs qui font bader. Hein. Mais je dirais que moi ce que je veux, encore une fois, c'est mettre l'humain au cœur de mon sujet et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et quelle est l'ambition derrière le projet? Est-ce que c'est aujourd'hui tout simplement de kiffer l'aventure de ce média indépendant, ou est-ce que tu ambitionnes d'en faire quelque chose de plus grand, d'en vivre un jour peut-être? C'est quoi ta vision à date? Ce serait génial d'en vivre. Ce serait top. C'est difficile parce que là, j'avoue que je me laisse porter par l'expérience, par cette aventure. J'apprends beaucoup et je m'épanouis beaucoup aussi. Mais pour le moment, je ne gagne rien. Donc, si j'ai envie d'en vivre, il va falloir que je mette ma casquette de businesswoman et que j'élabore tout un business model autour de ça. Je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. Ouais, non, je réfléchis, savoir comment ça peut évoluer. Là, j'avoue que c'est trop tôt encore. Bien sûr, petit pas. Ouais. Ton envie serait de rester à La Réunion, ou tu vois même l'avenir de ton média en dehors de La Réunion, peut-être l'océan Indien ou dans le monde? Est-ce que ça, déjà, t'y as réfléchi? Pour l'instant, oui, je suis à La Réunion et si j'ai besoin de me déplacer pour d'autres sujets, tu vois, je le fais depuis La Réunion. Pour le moment, ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. J'avais une dernière question là-dessus. Si tu pouvais réaliser un documentaire avec tous les moyens possibles, ce serait sur quel sujet? C'est super intéressant ce que tu racontes, parce que là, je suis justement en train de rédiger une note d'intention là-dessus pour avoir le budget potentiellement pour le faire. Génial. Donc tu vois, en plus, quand je te dis que c'est un gros challenge pour moi, c'est qu'en plus de réaliser donc les contenus que tu peux voir sur YouTube et les shorts sur les autres réseaux sociaux, c'est aussi en parallèle faire des dossiers pour pouvoir voir naître un sujet plus ambitieux qui demande plus de moyens, etc. Ouais. Et donc là, je suis en train de rédiger ma notation que je vais terminer après notre échange sur la prostitution des mineurs à Nosy-Be. Ok. Ouais, tu vois, c'est un gros sujet. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de positif, mais c'est un phénomène, c'est un sujet de société qui est pour moi très important. Enfin, moi, j'ai été choquée en allant à Nosy-Be de voir une prostitution aussi décomplexée et qui est faite par beaucoup de Français. Oui. J'ai vu énormément d'hommes blancs. Vieux, voilà, qui semblaient être traités en tout cas. Voilà, je préfère parler au conditionnel parce que je ne connais pas leur âge et leur situation. Mais ils semblent être traités, enlaçant une malgache qui semble très très jeune. Et en fait, tous les hôtels, tu vois, il y a des panneaux d'avertissement contre le tourisme sexuel sur mineurs. Ça n'empêche pas que sur la banquette de ce bar-restaurant, on peut voir ce genre de scène. Ce n'est vraiment pas rare. C'est complètement décomplexé. Alors, les associations en parlent beaucoup. Il y a quelques articles de presse sur ce sujet. Mais j'ai l'impression que c'est un fléau qui est connu et vu de tous. Et pour autant, il se passe rien. Et, ça, c'est clair. Et ça m'a mis une claque. J'ai trouvé ça donc déjà injuste, forcément. C'est la première, parce que quand tu vois toutes ces jeunes filles, moi j'ai pas pu m'empêcher de transposer ça sur, tu vois, toi ton propre vécu. À cet âge-là, je sais pas, je jouais au roller dans mon quartier, enfin, où je rougissais rien qu'en pensant à embrasser mon camarade de classe.
alors que Ouais. elles sont sur un autre, on est sur un autre level. Et aussi de honte, mais tellement de honte, parce que, comme je te dis, c'est des Français. Et quand tu sais que Madagascar a été sous le joug, sous domination française pendant des années et des années, et là tu vois encore ce type de pratique qui est fait par des Français, et ce sentiment de toute puissance, en fait, tu vois, de l'homme envers des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont dans la pauvreté et qui profitent de ça. Il y a un aspect aussi mentalité coloniale qui perdure, et ça m'a foutu la honte, quoi. Clairement. Et comment est-ce que tu procèdes là pour... Donc là, tu as ton idée, tu rédiges une note d'intention, et ensuite, vers qu'est-ce que tu te tournes pour porter ce genre de sujet avec autant d'ambition? Il y a plusieurs organismes. Là, je sais qu'il y avait un appel à projet. Il y avait une bourse Albert Londres, donc qui fait un appel à projet là cette année pour les créateurs de contenu informatif sur YouTube. Donc, il propose une bourse pour aider à la création de cette vidéo, une bourse de 8 000 €. Donc, ça pourrait m'aider à potentiellement financer une partie du projet. Voilà. Après, il y a plein de gens qui sont en train de candidater. Donc, mais on tente rien à rien. Donc, tu vois, je suis obligée. Ouais. En fait, si je veux à un moment donné aussi faire financer des projets un peu plus ambitieux, je suis obligée de trouver un peu ces appels à projets et d'y participer, quoi. Donc ça, c'est un petit travail aussi en parallèle. Donc voilà. Là, en ce moment, il y a le prix Albert Londres qui s'est mis en partenariat avec YouTube pour donner une bourse pour la réalisation d'une vidéo sur le web. Voilà. Bon, on croise les doigts pour toi en tout cas. On espère que tu auras tout le financement pour toutes ces idées de documentaires. Et je te remercie aussi de faire tous ces reportages sur des angles morts de notre société dans l'océan Indien. Tu couvres des sujets qui sont peu couverts, tu vas à la rencontre des gens sans a priori et tu leur donnes aussi la parole sur leur vie, sur parfois des traumatismes, parfois sur tout simplement leur quotidien. Et je trouve que c'est important d'avoir ça, donc au nom de Bas de Carré, je te remercie aussi pour tout ton travail et j'encourage tous nos auditeurs et nos auditrices à aller te découvrir si ce n'est pas encore fait. C'est super sympa comme message. Surtout que moi, je suis aussi Bas de Carré depuis super longtemps. Donc, ça me fait énormément plaisir ce que tu me dis et de participer à ton podcast. Il y a quelques années, on était comme toi, donc ça, pour moi, ça change pas grand-chose et je n'exclus pas le fait que dans 2-3 ans, ton média soit 10 fois plus gros que le nôtre, donc on pourra dire que Émilie Châtelet est passée sur Bas de Carré à ses tout débuts, donc ce sera pas plus mal non plus. On en reparle dans 3 ans. On en reparle dans 3 ans, exactement. Alors Émilie, on arrive à la fin de notre interview. On arrive donc aux questions de fin. La première question, c'est est-ce que tu as une expression créole que tu aimes particulièrement et que tu souhaiterais nous partager ? Oui. C'est oreilles cochon dans marmite pois. Sans hésiter. Parce que ça a été une de mes premières expressions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, oreilles cochon dans marmite pois, c'est un peu faire la sourde oreille. Okay. On m'a bien expliqué la traduction. C'était un ancien collègue au GIR qui me l'avait apprise et il m'apprenait beaucoup d'expressions créoles. Et celle-ci, elle m'a marquée. En fait, je la trouve hyper imagée et on pourrait en faire une affiche. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. On a un petit format sur Insta qui est de mettre en avant des expressions créoles et en fait, en les listant, on a quand même remarqué que 80% d'entre elles, ça a un lien avec la bouffe. Donc, la tienne n'échappe pas à la règle. Ah ouais, autant. Dis donc, là, tu m'apprends un truc. C'est super intéressant. Et comment ça se fait ? Bon, c'est une stat au doigt mouillé, hein, mais franchement, il y en a quand même pas mal qui sont en lien avec la bouffe, les animaux ou ce genre de choses. Ouais, beaucoup. Ouais, c'est dans l'imaginaire réunionnais.
Deuxième question de fin, est-ce qu'il y a un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous connaître? Alors, bon, forcément, moi, je vais dire quelqu'un qui est un peu dans mon domaine, mais il est assez connu, hein, mais c'est Sébastien Follin, pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est quelqu'un qui profite énormément de sa notoriété pour parler avec engagement de la créolité. Et je trouve ça très intéressant. Il a un discours très intelligent. Il fait des productions aussi. Il réalise des documentaires ou des films qui sont très inspirants. Alors moi, je pense beaucoup à Ziskakan, une révolution créole. Ouais. Voilà, qui là, on voit vraiment la lutte contre l'effacement de la culture créole. Enfin, je trouve ça super important. C'est vrai que c'est des sujets, en fait, tu vois, dont on ne parle pas assez. Et là, le fait qu'il porte ça au national, et voire devant le monde, je trouve ça super intéressant, quoi. Donc, pour tout ce qu'il fait pour l'audiovisuel à La Réunion, et donc je dis sans hésiter Sébastien Follin. Et je le dis aussi parce que peut-être que les plus jeunes ne le connaissent pas forcément. Donc, je les invite à aller le suivre sur les réseaux parce qu'il est très actif. Et il fait beaucoup de choses pour l'audiovisuel réunionnais, donc peut-être qu'il inspirera les jeunes générations qui veulent faire leur place. Carrément. Et on a eu la chance de l'accueillir sur notre podcast il y a quelques années maintenant. Donc, ah, super! Si certains veulent découvrir son parcours, et ben on a quand même bien retracé ça au travers de notre épisode. Donc, il date un peu. Je pense qu'on a dû l'enregistrer en 2021 ou quelque chose comme ça. Ok. Mais ça pose quand même bien les bases de tout son travail aujourd'hui. Ouais, un sacré engagement, hein, franchement. Non, c'est tout à fait. Et enfin, la dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais et de Réunionnaises? Alors moi, je m'inspirais des témoignages que j'ai pu recueillir dans mon docu sur le retour au pays, puisque en fait j'ai pu recueillir des paroles du coup d'Amalia Israpoulé, de Terry Grimoire, de Aimé Diagne. À la fin de ce docu, voilà, ces trois personnes-là parlent pour les jeunes Réunionnais, et je trouve qu'ils ont des mots très justes. Donc du coup, moi, je veux m'inspirer de leurs paroles. C'est d'oser, c'est de s'affranchir peut-être des barrières que ces jeunes générations-là ont, d'être fiers de ce qu'ils sont, et voilà, d'oser prendre sa place à La Réunion. Parce que comme le dit très bien Amalia, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce territoire. Et comme elle, je suis convaincue que ces jeunes générations-là vont faire de belles choses. Mais pour ça, voilà, comme ils le disent très bien tous les trois, il faut oser s'affranchir de toutes les barrières en fait que ces jeunes-là peuvent avoir. Eh ben, merci beaucoup. Et Amalia, qu'on a eu aussi l'occasion d'interviewer sur votre carré. Voilà, tout se rejoint, c'est super. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Émilie. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Eh bien, sur ma chaîne YouTube, Émilie Film avec un E. Sur mes réseaux sociaux Instagram, Émilie Film, et TikTok, Émilie Film. Voilà. Je mettrai tout ça en description de l'épisode. Et allez regarder tous ces documentaires. Vous pouvez commencer par le dernier sur le MMA qui est prodigieux, qui est très bien écrit, qui est super dynamique, que j'ai adoré regarder. Et puis voilà, peut-être un dernier mot, Émilie, sinon... N'hésitez pas à me faire vos retours si vous allez sur ma chaîne YouTube, parce que pour moi, c'est ce qui me fait vraiment progresser, vraiment, vraiment. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, venir me parler en DM pour me donner votre avis. Et puis, merci à toi, Mathieu, évidemment, pour cet échange qui était super intéressant. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut, Mathieu. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?